La jeune fille se tenait sur l'estrade, résignée à son sort, et l'empereur annonçait les chefs d'accusation. Elle était accusée d'avoir commis un crime impardonnable, de s'être unie à l'ennemi et d'avoir acheté illégalement des armes militaires, tout cela à des fins d'enrichissement personnel. La jeune fille resta silencieuse et n'allait pas avouer sa raison, ce qui mit en colère l'empereur et toutes les personnes présentes lors de l'exécution. Les gens ne savèrent pas tout, mais cela ne les empêchait pas de la traiter de sorcière, affirmant qu'elle avait vendu sa propre famille au diable. C'était la fin, elle avait beau avoir rejoint la famille du duc de Brixia, elle n'avait toujours pas de nom, enfant illégitime du duc, de la duchesse déguisée et du monstre maudit, haï par tous ceux qui la voyaient. Dès sa naissance, on ne la reconnut plus, car ses yeux étaient rouges comme le sang et son visage était défiguré par une grande tache. Le duc déclara qu'il ne la reconnaîtrait pas comme faisant partie de sa famille et lui ordonna de ne montrer son visage à personne afin de ne pas perdre sa réputation. Elle voulait vraiment que les gens l'aiment un jour, qu'ils la reconnaissent, et elle a donc étudié avec acharnement, persuadée qu'elle parviendrait à se faire aimer, déterminée à montrer ce dont elle était capable. Un jour, elle a préparé des documents sur les tactiques militaires pour son père, qui a été surpris que cet enfant les ait rédigés et a souri avec satisfaction, sachant qu'il lui serait utile. Et la jeune fille elle-même a été heureuse de devenir enfin un membre de la famille. Soudain, debout devant le bûcher, l'héroïne dit qu'ils ont tous tort et qu'elle-même n'a commis aucun crime. Mais personne n'écoute la jeune fille, et depuis qu'elle a enlevé son masque, tout le monde crie qu'elle est un monstre et que s'ils la regardent, elle les maudit, puis qu'elle vient à eux dans l'horreur. Tout le monde pensait qu'elle était un monstre parce qu'elle était née avec une tache sur le visage, mais personne ne se souciait de la vérité. Ils avaient peur de ce qu'elle pouvait leur dire, la vérité dont les gens se détournaient. À ce moment-là, sur ordre du roi, elle fut transpercée d'un coup d'épée. La jeune fille regretta de ne pas avoir choisi sa mort et, sur son lit de mort, elle se tourna vers l'empereur, ainsi que vers son père, qu'elle avait aimé autrefois. L'héroïne leur souhaite de se noyer dans la pourriture de leur cupidité et de leur faiblesse, puis se résigne à sa fin et se tourne mentalement vers son seul ami, Chevin Rudis, dont elle pense qu'il pourra lui aussi trouver sa place dans ce monde. Soudain, elle entend une voix, et à ce moment-là, elle se réveille couverte de sueur. Elle est dans sa chambre, et Opéra, sa nounou, la réveille en lui demandant de s'habiller rapidement, car M. Belfort doit arriver bientôt. L'héroïne ne comprend pas ce qui se passe, car il y a quelques instants, elle était au bord de la mort, et maintenant elle est tranquillement allongée dans son lit, et puis il y a sa nounou, morte il y a 4 ans, et puis sa visite. Après avoir rassuré sa nounou en lui disant qu'elle ne pourrait pas se lever aujourd'hui, elle a réalisé qu'elle était retournée dans un passé qui lui avait tant manqué, même si elle avait espéré que ce n'était qu'un rêve. Mais tout était trop étrange. L'héroïne se souvenait parfaitement du moment de sa mort, de vagues souvenirs au moment précédant sa mort, des paroles de malédiction qu'elle avait prononcées alors, ainsi que d'une haine profonde et d'une colère bouillonnante. Et maintenant elle retournait dans le passé, se demandant si elle possédait vraiment des pouvoirs maudits. En enlevant le masque, l'héroïne se tint devant le miroir et tomba en état de choc. Sa tache de naissance avait disparu, elle n'arrivait pas à y croire, car de telles taches ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Mais ce n'était pas la seule perte. La bague que Chevin lui avait offerte avait également disparu. Elle la portait toujours comme un talisman, et quelqu'un aurait peut-être pu la prendre avant qu'elle ne meure. La jeune fille lui a répondu qu'elle ne se sentait pas bien aujourd'hui, mais l'homme n'a pas voulu la plaindre. Il l'a accusée de dire n'importe quoi, et il n'a pas pu le supporter. Après des paroles aussi dures, la jeune fille a finalement été convaincue qu'il ne s'agissait certainement pas d'un rêve. L'homme lui a dit que ce projet était très important pour lui, qu'elle devait donc se préparer correctement et que si tout se passait bien, il envisagerait de l'emmener au bal. L'héroïne sera prête, car dès qu'elle a entendu les paroles d'Alden, lorsqu'elle est retournée dans le passé, elle a été convaincue qu'une chance lui était offerte, cette même chance qui a ouvert les yeux du naïf Erilfrey Brixia, et elle était donc déjà déterminée à donner à son père ce qu'il désirait tant. Elle se souvient parfaitement du jour où le duc Alden l'a emmenée au bal pour la première fois. Il lui a assuré que si elle travaillait correctement, elle pourrait l'accompagner, et elle en était insupportablement heureuse, croyant naïvement qu'il le faisait pour les motifs les plus purs. L'homme à qui il parlait à l'époque ridiculisait son père,
lui demandant s'il voulait vraiment emmener cette horreur avec lui et pourquoi se faire passer pour son père. Et Herzog lui assurait seulement que ce n'était pas réel et qu'elle serait un outil utile pour lui. L'héroïne ne se doutait même pas que le bal dont elle avait toujours rêvé deviendrait son pire cauchemar. Son père lui avait retiré son masque et l'avait exhibé comme une sorte d'animal. Elle était trop naïve pour espérer qu'il la reconnaisse, mais maintenant, rien ne pouvait lui faire de mal. La jeune fille entre dans la pièce où l'attendent déjà son père et le capitaine de la garde impériale, Belfort Bladern, qui lui assure immédiatement qu'il ne veut pas la déranger, car il a appris qu'elle est souffrante, mais son père a décidé que sa présence était nécessaire. Assis l'un à côté de l'autre, ils se sont immédiatement mis au travail et le capitaine a remis les documents en disant que la situation était grave et qu'il valait donc la peine d'aborder la question avec toute la responsabilité voulue. Le problème résidait dans les chaussures militaires fournies par leur famille, qui se mouillent très facilement et sont également dangereuses pour l'entraînement en hiver en raison du risque d'engelure. L'homme a assuré qu'aucun problème n'avait été constaté au stade de la production et que le problème était donc probablement dû à un mauvais stockage, mais le capitaine s'y est opposé, affirmant que la garde impériale utilisait les chaussures comme il se doit et qu'elle laissait pourtant passer l'humidité et qu'il fallait faire quelque chose à ce sujet. Le type a dit que si le problème venait du processus de production, la garde impériale lui demanderait une compensation, ce qui a bien sûr effrayé le duc, mais il a continué à dire qu'il n'y avait rien de mal dans la production, mais qu'ils allaient revérifier toutes les armes et tous les boucliers. En examinant les documents, l'héroïne se souvient que Herzog a utilisé des matériaux bon marché pour la fabrication afin d'économiser de l'argent et qu'en fin de compte, les produits fabriqués étaient défectueux. Il en va de même pour ses chaussures. Mais maintenant, il était parfaitement clair qu'il était tout simplement incompétent et avide d'argent. Paniqué, il a regardé sa fille, cherchant de l'aide, mais elle savait déjà ce qu'elle devait faire. Elle s'est donc excusée de ne pas pouvoir se concentrer sur la conversation, l'assurant qu'elle avait tout écouté et qu'elle allait maintenant les quitter. Le duc a des sueurs froides, et le capitaine, assuré que la jeune fille est toujours malade, lui demande de retourner au lit et de se reposer, puis elle ferme la porte derrière elle et laisse l'homme en colère gérer ses problèmes. En se dirigeant vers sa chambre, elle se rend compte qu'elle ne peut rien faire de toute façon et qu'elle se fiche que la famille fasse faillite. Ses pensées sont interrompues par un cri lui ordonnant d'arrêter. Brixtas, le fils aîné de la famille, l'aborde et décide de se moquer de la jeune fille en lui demandant si elle a une idée de ce que c'est que de vivre avec un tel monstre sous le même plafond. Elle a prétendu être un être humain, ce à quoi il l'a attrapée par le bras et s'est approché d'elle avec un sourire moqueur, en disant qu'un monstre comme elle ne pouvait pas être humain. Brixtas Brixia, il est aussi décevant que son père, et comme il est le fils aîné, il est devenu le plus vil. Depuis son enfance, il harcelait la jeune fille, l'humiliait, lui enlevait son masque, mais maintenant tout était différent. Et quand il a essayé d'enlever le masque cette fois, la jeune fille l'a giflé sur le bras et est partie en le laissant perplexe. En regardant par la fenêtre, elle pensa au fait que Belfort était parti plus tard qu'elle ne le pensait. Apparemment, son père avait réussi à trouver une excuse, mais ce n'était pas grave, ce n'était que temporaire. À ce moment-là, en enfonçant la porte, un Herzog en colère est entré, l'accusant d'avoir subi de grandes pertes à cause d'elle. Et même si elle se sentait vraiment mal, elle n'aurait pas dû partir, mais devait traiter avec lui à n'importe quel prix. Finalement, Belfort a dit qu'il y avait eu un malentendu, car il croyait vraiment que le problème venait de la fabrication elle-même et que, de toute façon, c'était de sa faute, et il lui a donc ordonné d'aller s'en occuper. Il reprochait tout à la jeune fille, uniquement parce qu'elle avait tout conçu et que c'était trop, mais son père disait néanmoins que le capitaine était censé être à une réunion maintenant, et qu'elle devait donc s'y rendre, et que c'était sa seule chance, sinon elle n'irait pas au bal. Dehors, Belfort a appris que la duchesse voulait lui parler, il l'a donc attendue, puis elle est apparue, s'excusant d'être en retard, et immédiatement le gars a suggéré d'aller dans un endroit calme, car les gens ont immédiatement commencé à chuchoter quand ils ont remarqué la fille qu'ils n'aimaient pas. La jeune fille a déclaré qu'elle n'allait pas s'excuser pour son dessin, puis elle lui a demandé s'il avait examiné les croquis au cours de l'enquête, et, recevant une réponse affirmative, elle lui a demandé ce qu'il pensait de ses croquis, des allégations de son père et de son dessin, et s'il y avait un lien entre les deux. Et ici, il ne s'agit pas du stockage des chaussures,
car elles ont été fabriquées il y a moins d'1 an, et pendant cette période, elles n'ont tout simplement pas pu se détériorer, et cela n'a donc aucun sens, ce qui signifie qu'il s'agissait de la période de stockage et que les matériaux venaient juste de commencer à pourrir, ce qui valait la peine de poser la question au commandant militaire. Visiblement surpris par une réponse aussi sincère, il a demandé s'il ne s'agissait que de spéculation ou si la jeune fille en savait plus, mais elle s'est contentée de sourire mystérieusement et de dire que tout dépendait de ce en quoi il croyait. Belfort ne se soucie peut-être pas des gens, mais c'est au moins un homme honnête, et elle lui a donné un indice, de sorte que l'affaire est maintenant entre ses mains, l'assurant qu'elle croit en lui, et ils se sont dit au revoir. Le lendemain, le capitaine raconte l'histoire à son supérieur et, à la fin, il lui demande ce qu'il doit faire maintenant. Ce dernier lui répond pensivement que ses paroles sont logiques, qu'il doit ouvrir une enquête et qu'il aimerait également rencontrer la duchesse en personne. Le soir même, la jeune fille a raconté à son père comment la conversation s'était déroulée, que leur famille risquait d'aller en prison si elle découvrait la vérité et que, par conséquent, elle ne devait pas être impolie avec lui. Et après avoir terminé son rapport, il l'a chassée. Il était clair dès le départ que Belfort n'avait pas tout dit au duc. L'imbécile n'avait aucune idée de ce dont elle parlait avec le capitaine. Les forces armées jouent un grand rôle dans la structure de l'Empire d'Osland, et même si nous vivons actuellement une période de paix, depuis 30 ans, les guerres se succèdent. Osland voulait les vastes terres fertiles de Deuil-Slavan, et ce dernier voulait à son tour les riches mines d'Osland. Beaucoup de temps a passé, mais la guerre froide est toujours d'actualité, et ils veulent toujours s'approprier les richesses d'autrui. L'Empire d'Osland a investi la moitié de son trésor dans l'armée, et même cela n'a pas suffi, car l'un des premiers à investir dans la guerre a été la famille Brixia, et c'est pourquoi le duc s'en tire encore avec beaucoup d'avantages, même lorsqu'il s'agit de corruption militaire. Sinon, tous les membres de la famille auraient été exécutés il y a bien longtemps. Elle avait besoin de se protéger. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu retourner dans le passé, que ce soit par magie ou par miracle. L'anneau et la tache de naissance avaient disparu, et elle ne savait plus quel genre de vie elle devait mener. Ses pensées sont interrompues par une jeune fille, Arthurina Brixia, 3e fille du duc, qui veut savoir ce que l'héroïne fait ici et de quoi elle lui a parlé. La jeune fille ne veut pas le dire, car elle n'est pas très intelligente, mais elle le fait. Comme prévu, elle ne comprend rien, même si elle fait semblant. Puis elle glisse un papier dans la main de l'héroïne, l'assurant qu'elle a encore de mauvaises notes et que si elle est renvoyée, elle aura des ennuis. Après un moment, elle s'est mise à rire en disant qu'elle n'allait pas le faire, car le bal de fin d'année approchait et qu'elle n'avait pas l'intention de perdre son temps avec des bêtises et qu'elle préférait donc chercher une robe convenable. Et de toute façon, l'héroïne doit aussi être préparée. Sa fille cadette lui tend donc le papier, en espérant que la jeune fille s'occupera une fois de plus de ses problèmes, puis elle part se préparer. L'héroïne a compris que la jeune fille se comportait exactement comme son père et qu'elle n'allait pas suivre les ordres. Elle s'est tournée vers la première servante qu'elle a rencontrée et lui a ordonné de porter la lettre avec les mauvaises notes à la duchesse. Le lendemain, la nounou dit à la jeune fille que la duchesse a grondé Madame Arthurina et qu'elle est désormais assignée à résidence jusqu'à ce qu'elle améliore ses notes et qu'elle a beaucoup pleuré parce qu'elle n'a pas pu se préparer pour le bal. Après cela, la jeune fille a demandé à la nounou comment elle allait, car elle avait une semaine de vacances et avait besoin de s'occuper, et elle a répondu avec incertitude qu'elle retournerait probablement dans sa ville natale et verrait enfin son pays d'origine, et que sa famille serait certainement heureuse de la voir. Et si la jeune fille n'allait pas au bal, la nounou lui assurait qu'elle resterait avec elle, qu'il n'était pas si important de voir sa famille et qu'elle se sentait plus à l'aise en restant ici qu'en regardant des enfants pleurer parce qu'ils s'étaient cassé une dent en mangeant. Opéra, dans les moments difficiles d'Eril, a été la seule à lui apporter de la chaleur. Et maintenant, il lui reste peu de temps, car dans 1 an, elle mourra de la maladie, et peut-être même avant, donc si elle reste maintenant, elle ne reverra pas sa famille. L'héroïne avait peur d'aller au bal, car elle craignait de répéter les événements du passé, mais pour le bien de l'opéra, elle a décidé d'y aller, et lui a demandé de préparer une robe, et lui a dit qu'elle lui donnait des vacances pour voir sa famille pendant qu'elle était au bal. Lors du bal, le père tente de persuader la jeune fille d'enlever son masque afin qu'elle puisse montrer sa beauté à tout le monde. Malgré la résistance de la jeune fille, l'homme réussit à lui enlever le masque,
invitant tout le monde à regarder la beauté de sa fille. Les discussions et les gros mots ont commencé immédiatement. La fille s'est mise à pleurer et a remarqué que sa nounou était à proximité, après quoi elle a supplié Opéra de l'emmener, ce à quoi la nounou l'a prise par le visage et lui a dit qu'elle était dégoûtante, assurant qu'elle ne comprenait pas comment on pouvait être aussi effrayant. Puis tout est devenu sombre. Il y avait des voix partout, souhaitant la mort de la jeune fille, et des griffes qui lui déchirèrent la peau. Et soudain, au milieu de ce cauchemar, elle s'est réveillée, couverte de sueur. Elle ne comprenait pas du tout pourquoi elle avait soudainement fait ce rêve, et après un moment de récupération, elle l'accepta depuis qu'elle était retournée au palais impérial. De tels rêves n'étaient pas étranges. Le bal impérial, en l'honneur de la fondation de l'Empire, a lieu tous les 3 ans. Il s'agit d'un bal spécial organisé après que le prince a atteint l'âge de la majorité, ce qui explique qu'un grand nombre de nobles et d'invités d'autres pays se rendent au palais impérial. La cérémonie dure toute la journée, et bien sûr, la grande noblesse de l'Empire d'Osland, la famille Brixia, a été invitée dans le sein des saints du palais impérial pour rendre hommage à sa position au sein de la noblesse. L'héroïne est également venue à la cérémonie, mais elle a demandé une chambre isolée pour ne pas être accidentellement surprise avec quelqu'un. Elle voulait vraiment passer inaperçue et préparer secrètement la destruction de sa famille. Soudain, Arthurina fait irruption dans la pièce et commence à accuser l'héroïne de montrer à sa mère les mauvaises notes de la jeune fille qui, à cause d'elle, a beaucoup souffert et n'a même pas eu le temps de trouver une robe convenable. Un salaud comme Eril a eu le droit de s'instruire, mais elle ne l'a pas mérité parce qu'elle n'était pas des leurs. Ces mots touchèrent la corde sensible de l'héroïne, et elle lui assura qu'elle avait personnellement demandé à son père de l'emmener au bal. Mais personne n'allait s'apitoyer sur son sort, alors elle a répondu durement, disant qu'elle devait vraiment remplir ses devoirs, mais que l'attaquante était la fille légitime de cette famille, et qu'elle devrait être capable de faire de simples travaux ménagers, et dans ce cas, elle commençait à douter qu'Arthurina soit la fille légitime. L'invitée se met alors en colère et s'élance pour frapper l'héroïne, mais elle échoue et son bras est intercepté avec succès, après quoi elle est jetée hors de la pièce. Le déséquilibre est un trait de caractère dans cette famille, et la jeune fille a donné un coup de pied dans la porte sous l'effet de la colère, en disant qu'elle ne laisserait pas passer cela et qu'elle dirait tout à son père. Mais l'héroïne s'en moque. Elle consulte les documents et élabore un plan. Un événement clé est sur le point de se produire dans un avenir proche, et si elle se souvient bien, la famille Brixia utilisera son autorité pour mettre son entreprise, qui produit du matériel militaire, aux enchères. Mais si les machinations de Herzog sont révélées à tout le monde, la famille perdra confiance au même moment, et la vente aux enchères échouera. Si elle parvient à saisir ce moment, elle pourra frapper un grand coup, et c'est peut-être l'option la plus appropriée pour se venger. Un autre invité interrompit ses pensées, frappa à la porte et se présenta comme Belfort. En ouvrant la porte, il se trouva en compagnie d'un homme, et en lui demandant qui il était, le type le présenta comme leur commandant. Il s'appelle Ethan Lloyd Balstein, et s'est excusé de s'être présenté sans y avoir été invité. Il a dit qu'il avait une affaire urgente à discuter avec la jeune fille et qu'il était impatient de lui parler. Cet homme, le prochain chef de la famille d'épéistes héréditaires Balstein, était considéré comme le meilleur des meilleurs, comme s'il n'avait jamais lâché son épée depuis l'enfance, qu'il n'apparaissait que rarement à de tels événements, qu'il avait refusé d'innombrables propositions de fiançailles et que, grâce à son habileté, il avait rapidement gravi les échelons. Dans la pièce, ils discutent de leur récent dialogue avec Belfort, et grâce à la jeune fille, ils ont réussi à arrêter un seigneur de guerre corrompu, et ils apportent donc un rapport. Dès le début, l'héroïne a senti que quelque chose n'allait pas ici, et elle a donc dit qu'il était peu probable qu'il soit venu ici juste pour lui donner cette information, et elle a pensé qu'il y avait quelque chose d'autre. L'homme l'a confirmé, affirmant que lors de l'interrogatoire, l'officier a témoigné contre le duc d'Alden. Les crimes de guerre dans cet empire sont strictement mis en quarantaine et la loi est la même pour tous, même pour la famille Brixia. Et si cela se sait, ils ne pourront pas éviter les poursuites. S'ils ont de la chance, ils n'auront qu'une petite amende, mais dans le pire des cas, ils perdront le duché et toute leur famille sera emprisonnée, et la jeune fille n'échappera pas non plus au châtiment. Il était reconnaissant de cette aide, mais il devait toujours agir conformément à la loi, et tout ce qu'il pouvait faire pour elle était de demander des circonstances atténuantes au cours du procès. À leur grande surprise,
La jeune fille leur a assuré qu'ils ne devaient rien demander, que ce n'était pas nécessaire et qu'elle les laissait agir conformément à la loi, qu'elle s'en fichait et qu'en outre, elle ne pensait pas que cela la dérangerait. Sa conception initiale n'a posé aucun problème, tout s'est déroulé sans problème au cours des étapes initiales et du processus de production, et même les ouvriers ont été surpris par ces matériaux de contrefaçon. Les dessins présentés plus tard n'étaient pas non plus les siens, le duc y avait simplement apposé son nom. Et soudain, l'homme a dit qu'il y avait quelque chose qu'il aimerait beaucoup demander, ce qui a éveillé sa véritable curiosité. Son masque, il lui demande pourquoi elle le porte, ce qui met immédiatement Belfort dans l'embarras. Il le fait taire et commence à s'excuser en lui assurant qu'il n'a rien voulu dire de mal. L'héroïne dit la vérité, qu'elle a une marque sur le visage, qu'elle est laide et que c'est pour cela qu'elle porte un masque pour la cacher. Après avoir satisfait sa curiosité, Belfort s'est à nouveau excusé, affirmant que le commandant ne savait pas comment communiquer avec les filles. Lorsqu'il eut terminé, en sortant, l'homme demanda si la jeune fille serait au banquet, et comme il entendit que non, il s'inclina, disant que dans ce cas, il se verrait plus tard, s'inclina et s'en alla. L'héroïne le regarda partir et se dit qu'il était étrange, que le fait qu'il ne sache rien des ragots qui circulaient autour d'elle était surprenant et que, pour la première fois, une fille était interrogée sur le masque sans malice ni pitié. Il remarqua un regard dans sa direction, se retourna et s'inclina à nouveau, puis continua à marcher. Ce qui finit par troubler la jeune fille, elle ne comprenait pas pourquoi il la regardait ainsi, et cela le rendait encore plus étrange. De retour dans la chambre, elle se dit qu'elle n'arrive pas à se concentrer sur son travail, et elle ne cesse de penser à lui, à la raison pour laquelle il a posé des questions sur le masque. Était-ce vraiment par curiosité, à son regard? Il n'a pas seulement regardé l'apparence, mais beaucoup plus profondément. Elle ne remarqua pas l'arrivée de l'aube, et l'une de ses servantes frappa bruyamment à sa porte, essoufflée, et l'assura que le duc la cherchait. Son père étant censé se trouver dans la salle de banquet, elle aurait dû lui dire qu'elle ne venait pas, ce à quoi la servante répondit avec horreur que le duc avait dit que si la jeune femme n'apparaissait pas à ce moment-là, il lui couperait la jambe. À ce moment-là, la servante tombe à genoux en larmes et commence à supplier l'héroïne de l'aider pour cette fois seulement, puisqu'elle a des frères et des sœurs et qu'elle ne peut pas travailler. Ces paroles finirent par rendre l'héroïne folle. L'homme attendait déjà que sa fille apparaisse, et les invités le pressaient déjà, car ils attendaient depuis un certain temps, et enfin, l'héroïne de la soirée est apparue dans la salle, et le père hypocrite l'a saluée. Le duc prétendit qu'il était inquiet de ne l'avoir vue nulle part, et supposa qu'elle n'était pas venue à cause de sa tâche, ce qui n'était pas juste. Il était contrarié que sa chère fille ne puisse pas assister au bal à cause d'une chose aussi stupide, et il décida qu'il pouvait l'aider. Il trouva une solution. Si elle enlevait le masque, tout le monde s'y habituerait tôt ou tard, et c'était donc l'occasion pour elle de montrer sa beauté surnaturelle. La jeune fille se souvint qu'elle avait déjà entendu ces mots auparavant. Il l'avait emmenée avec lui uniquement pour l'embarrasser. Mais cette fois-ci, elle décida d'agir différemment. La fille m'a assuré que ce n'était pas nécessaire, qu'il n'y avait pas lieu de montrer son visage à tout le monde, puisqu'elle avait dit dès le début qu'elle n'assisterait pas au bal et qu'elle n'était pas là pour ça. Lorsqu'elle eut terminé, elle demanda à son père pourquoi il l'avait amenée ici et si c'était pour déshonorer sa propre fille, et elle partit, espérant qu'il n'oserait pas la retenir. Mais tout a mal tourné. Il l'a attrapée par le bras, la grondant en même temps et lui ordonnant d'enlever le masque, et si elle ne le faisait pas, il l'enlèverait lui-même. À ce moment-là, l'héroïne s'est souvenue des images du passé, et elle n'a pas voulu que cela se reproduise. Elle le repoussa de toutes ses forces et voulut s'enfuir, mais l'un des invités lui fit un croche-pied, et elle tomba, brisant son masque au passage, tandis que son père, furieux, s'était déjà levé, l'accusant de ne pas l'avoir écoutée et d'avoir fait ce spectacle pour des bêtises et donc d'être une honte pour cette famille. Le masque était brisé et la jeune fille était désespérée, car personne ne devait savoir que la tâche avait disparu pour détruire la famille Brixia. Il fallait que cela reste un secret. Il était encore trop tôt. Soudain, l'aide est venue d'un endroit où elle ne s'attendait pas. Ethan a ramassé le masque et le lui a tendu, l'aidant à se lever. Ils ont croisé le regard de son père qui a immédiatement commencé à s'inquiéter. Le père commence à reprocher à l'homme de s'occuper de ses affaires, et même s'il est le futur chef de la famille Ballstein, cela ne lui donne pas le droit de s'immiscer dans les affaires d'une autre famille, et au milieu de la dispute, il apparaît.
le prince de sang lui-même entra dans la salle, se demandant pourquoi tout ce remue-ménage sans lui. Son nom était Estian Jolgert Osland, et il s'adressait au duc Holden. Il nous a assuré qu'il s'amusait sans lui, et que quiconque le verrait penserait que ce banquet était organisé par la famille Brixia, et que de tels événements devraient réjouir tout le monde, mais que seul le duc s'amusait. Après cela, il l'a regardé avec un regard qui pouvait tout lire, et son père s'en est rendu compte. Alors il s'est incliné et s'est excusé, affirmant qu'il avait été irrespectueux. À ce moment-là, avec l'aide d'Ethan, elle s'est levée, mais comme un morceau du masque était cassé, les gens pouvaient encore voir un œil, ce qui leur donnait une raison suffisante pour commencer à discuter avec elle. Tout le monde a vu qu'elle cachait vraiment son visage, et ils ont donc décidé que les rumeurs étaient vraies et que ce n'était pas pour rien qu'on l'appelait la princesse des monstres, avec des yeux rouges diaboliques qui lui permettaient de les maudire. Lorsque tout le monde vit la partie ouverte de son visage, ils furent horrifiés par ceux qu'ils voyaient et commencèrent à la traiter de fille maudite et de monstre. Et l'homme qui l'aidait était fatigué de supporter cela. Alors il se tourna vers tout le monde. Il a dit qu'ils devaient se rappeler où ils étaient, et que ce bal était organisé par la famille impériale, et que chacun d'entre eux avait le droit d'entrer dans le palais impérial sacré. S'il continuait à se permettre ce comportement, il était prêt à le reconnaître comme une insulte à la famille impériale, et il a donc juré sur son propre nom qu'il ne le permettrait pas. Après avoir terminé tout cela, Ethan a proposé d'appeler un médecin, ce que la jeune fille a refusé, lui assurant que le médecin ne la soignerait probablement même pas, ce qui a surpris l'homme, mais elle a dit que tout allait bien et qu'elle était déjà habituée. Grâce à son aide, tout s'est passé relativement normalement. Beaucoup de gens ne l'approchent même pas et encore moins la touchent, comme son père, et en tout cas, elle lui en est reconnaissante et va maintenant se rendre dans sa chambre. Voyant la blessure à la jambe, l'homme n'hésite pas à sortir un chiffon de sa poche et, s'excusant, commence à l'attacher en lui assurant qu'il s'agit de premiers soins pour une entorse à la jambe. La jeune fille était bouleversée, car personne ne lui avait jamais témoigné de gentillesse auparavant, à l'exception de sa nounou. Depuis son enfance, elle avait beau souffrir, elle ne pouvait même pas rêver d'être traitée avec soin. Elle n'a eu droit qu'à des moqueries et à des brimades supplémentaires. À partir de ce moment, elle a décidé de s'en sortir seule, sans l'aide de personne d'autre. Lorsqu'elle eut terminé, elle demanda à son mari de ne plus l'appeler officiellement, afin qu'elle puisse simplement l'appeler Eril, ce qui serait bien mieux. Soudain, une voix se fait entendre derrière eux, disant qu'ils s'entendent bien, et à la surprise des deux, le prince en personne vient leur rendre visite et ils s'inclinent immédiatement. Il s'est assis à côté de moi, m'a dit qu'il voulait vraiment rencontrer Madame Eril et que, son nom étant souvent cité ces derniers temps, elle devait en connaître la raison, et a tout de suite deviné qu'il s'agissait de fraude sur les armes militaires. Le prince expliqua plus en détail ce qui allait être discuté, en disant que l'Empire d'Osland avait signé un traité de paix avec l'ennemi, et qu'en raison de la guerre, une bonne partie des revenus servait à soutenir l'armée, de sorte que la situation financière n'était pas la meilleure en ce moment. En outre, la famille Brixia, qui était l'un des plus importants fournisseurs de matériel militaire, a été accusée de fraude. Les rumeurs n'ont pas d'importance, car sans preuves sérieuses, il serait très difficile de prouver la culpabilité de Herzog. Mais soudain, la plus jeune fille de la maison ducale, sans crier gare, donne un tuyau contre son propre père et exige même une punition conforme à la loi. Et c'est pour cela qu'il est venu ici. Il regrettait ce qui s'était passé, car il pensait que le duc était un homme honnête, mais sa stupidité dépassait toutes ses espérances. Le prince n'aurait jamais pensé qu'il ferait une telle chose devant tant de gens, et il était donc heureux qu'Ethan se soit levé pour la défendre. De plus, il m'a assuré qu'il n'avait aucune idée de leur relation profonde avec le commandant de la garde impériale, qu'il savait que les banquets et les événements mondains n'étaient pas son truc, mais qu'il avait géré la situation avec beaucoup d'habileté. En même temps, le commandant a dit que le type avait mal compris et qu'il voulait seulement aider la dame pour s'excuser de ce qui s'était passé le matin, et après avoir demandé ce qui s'était passé le matin, la fille a dit qu'il avait posé des questions sur son masque. Il y eut un moment de silence, puis le prince s'excusa du comportement du commandant, lui assura qu'il n'était pas très intelligent et que, lorsqu'ils étaient enfants, il avait pensé à lui demander pourquoi le garçon avait des cheveux gris. Mais l'héroïne n'allait pas se vexer,
prétextant qu'elle avait déjà reçu des excuses, et il lui semblait que M. Ethan avait posé cette question par pure curiosité, et la question ne lui semblait pas impolie. Il demandait d'abord la raison, et c'était simple. Les gens ont peur de son visage, et donc elle le cache. Bien qu'elle soit également curieuse de savoir s'il y avait une autre raison à cette question, l'homme répondit tranquillement. Ses yeux, un regard fort et confiant, c'est ce qu'il voyait. Un regard qui regardait vers l'avant. L'héroïne n'était pas effrayée à l'idée de révéler toutes les sombres actions de sa famille, et il s'est donc posé la question de savoir ce qui poussait une fille aussi courageuse à porter un masque, ses yeux montrant que ses défauts n'affectaient pas ses ambitions. C'était la première fois qu'elle entendait une telle chose. Tout le monde pensait que ses yeux étaient maudits, alors elle demanda à son mari s'il ne lui faisait pas peur, et il lui assura que non. Et le prince intervint également pour dire qu'il le pensait aussi, et que ses yeux étaient uniques en leur genre et qu'ils enchanteraient n'importe qui. Le prince dit qu'il ne comprenait pas pourquoi on la traitait de monstre. À ses yeux, elle était belle, d'une beauté rare, et cela ne signifiait-il pas qu'elle était spéciale? On pourrait dire la même chose du sang royal. Tout le monde ne naît pas avec. Cela rend une personne spéciale, comme lui, le prince couronné de l'Empire d'Osland. Bien sûr, certains envient sa position, mais n'est-ce pas ce qui la rend encore plus spéciale? Parfois, vous devez faire des choses que vous ne voulez pas faire, et c'est pourquoi vous n'avez pas besoin de porter un masque, simplement parce que sans lui, vous serez craint. La jeune fille lui demande s'il pourrait dire la même chose s'il voyait ceux qui se cachent sous le masque, la fille illégitime de la famille Brixia, avec une tache de naissance hideuse sur le visage, la princesse des monstres. Les gens jugent d'après ce qu'ils voient, la confiance, les valeurs, et en enlevant le masque, les gens autour d'elle ne changeront probablement pas d'avis sur elle. Alors il vaut mieux en rester là, parce qu'en fin de compte, elle pourra éviter de souffrir. Reprenant peu à peu son ton, la jeune fille dit que si le prince avait vu son visage, il n'aurait pas parlé ainsi, qu'il n'était pas facile de l'enlever et qu'il n'avait aucune idée de ce qu'elle avait enduré. Lorsqu'elle a réalisé ce qu'elle avait dit, elle s'est immédiatement excusée et s'est enfuie à perte de vue. Et tout en s'enfuyant, elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez elle, pourquoi elle avait dit tout cela. Sa course a été interrompue par une douleur soudaine et intense à la jambe, et elle a dû s'arrêter. L'héroïne se reproche d'être désespérée. Ses sentiments sont ancrés dans le passé. Sa famille la traite comme un monstre. Les gens la traitent de diablesse. Elle ne mérite donc pas de vivre. Elle doit donc résister à son destin. Soudain, Ethan la rattrape, affirmant qu'il doit être difficile pour elle de se déplacer avec une telle blessure et qu'il veut donc l'aider. Et bien que l'héroïne veuille refuser, sa douleur transparaît et elle n'a pas le choix. La jeune fille fit de son mieux pour comprendre pourquoi il agissait ainsi, parce qu'elle lui causait des désagréments, pourquoi il s'en souciait, même après avoir été grossier avec le prince. Soudain, l'homme décide de demander quelque chose, à savoir qu'on l'appelle par son prénom, en lui assurant qu'il a bien compris que, malgré toutes ses blessures, elle reste la personne la plus sincère et la plus déterminée qu'il ait jamais rencontrée, et qu'il s'intéresse donc à ses pensées les plus vraies. Dans ce cas, il lui a demandé de l'appeler Ethan, l'a invité à devenir son ami, l'a assuré qu'il la voyait clairement et distinctement telle qu'elle était, et la jeune fille, hypnotisée, a accepté sans hésiter. Le lendemain, elle se réveille tôt le matin et n'arrive pas à penser à ce qui s'est passé la nuit dernière, quand soudain la servante vient lui annoncer qu'elle a un invité. Freeze Brixia, une fille de leur famille, est venue la voir, calme et modeste, contrairement à ses proches, alors que les autres enfants malmenaient l'héroïne, elle regardait de loin. Sa sœur prétend qu'elle a entendu dire que son père s'est mal comporté avec elle au banquet, et elle veut donc savoir si tout va bien, ce à quoi l'héroïne répond d'un ton froid et totalement indifférent qu'elle sait prendre soin d'elle. Ce n'est pas la première fois. La jeune fille peu sûre d'elle s'est excusée, assurant qu'elle avait été retardée par une affaire et qu'elle n'avait pas pensé qu'une telle chose pourrait se produire, et qu'elle avait donc apporté un petit cadeau, juste au cas où, en disant que la jeune fille pourrait l'utiliser si nécessaire. Il y eut une pause gênante, et la sœur, incapable de résister au regard froid de l'héroïne, dit qu'elle n'était venue que pour le lui donner, et qu'il était temps pour elle de partir. À sa grande surprise, il y avait un autre masque dans le paquet, et elle n'avait aucune idée de ce dont il s'agissait. Mais cela n'avait plus d'importance maintenant. Il était temps de mettre en œuvre son plan, sur lequel elle travaillait depuis longtemps.
Le père, ayant remarqué dans le journal qu'il était traité de cruel, était incroyablement en colère et en voulait à l'héroïne. Il est donc allé dans sa chambre, bien décidé à lui montrer ce qui se passe quand on ne l'écoute pas. En chemin, il rencontre une servante qui lui dit que la dame est partie depuis peu, mais il n'en a cure, il jette brutalement la femme et entre dans la chambre. Il n'y avait personne dans la pièce et son attention fut attirée par une lettre posée sur la table qui décrivait le processus d'enquête sur le duc Holden, ainsi que 16 relations avec les hauts fonctionnaires. Pendant ce temps, elle se rend avec son nouvel ami à l'endroit où sont conservés les livres impériaux et les archives militaires. Et grâce à Ethan, elle a accès à toutes les données nécessaires. Comme de nombreux documents d'importance nationale sont conservés ici, il doit l'accompagner. Et si elle a besoin de quoi que ce soit, elle peut lui demander n'importe quoi. L'héroïne voulait vérifier l'historique des transactions de la famille Brixia au cours des 10 dernières années. Et s'il y avait un grand écart, c'était probablement pendant cette période que la fraude avait eu lieu. L'homme lui a assuré que cela devait être vérifié par une personne responsable et qu'en cas d'anomalie, elle serait immédiatement signalée. Mais la jeune fille a supposé qu'il pouvait s'agir d'un faux livre de compte et étant donné les quantités de munitions militaires fournies, il n'y aurait pas de problème pour le falsifier. Bien qu'il ne s'agisse que d'une hypothèse, toutes les transactions ont été effectuées par son père et elle n'aurait donc jamais été en mesure de trouver des incohérences et des preuves elle-même. Mais aujourd'hui, tout est différent, grâce à des sources fiables, et le bon document a été trouvé, où le prix de l'armure était différent, et où même les matériaux différaient de ceux prévus dans sa conception. Les responsables ne le savaient pas, et même s'ils le savaient, elle était sûre qu'ils auraient eu peur de fouiller dans la famille Brixia. Les données sur les munitions militaires fournies par sa famille ne sont pas exactes, et il est donc possible que l'un des responsables intermédiaires ait déjà essayé d'enquêter, mais qu'il en ait été empêché par l'ordre de quelqu'un. À ce moment-là, ils sont tous deux arrivés à la conclusion que quelqu'un avait soudoyé les hauts responsables, et heureusement, elle avait tous les schémas originaux de ceux que la famille Brixia avait fournis au cours des 10 dernières années, et si vous les étudiez, vous pouvez comprendre ce qu'était la fraude. Soudain, une voix furieuse se fait entendre derrière eux. Son père est déjà là. Il lui demande immédiatement comment elle a osé faire ça, et flirter avec ce type, et lui ordonne de venir. Il l'attrape. Ethan n'a pas défendu l'héroïne, disant qu'il s'était rendu compte lors du banquet que le duc exploitait sa fille, mais l'homme n'a pas eu peur. Il a juste souri, disant que ce n'était que des affaires de famille, et qu'il n'avait pas le droit d'interférer lorsqu'un père parle à sa fille. À ce moment-là, la jeune fille s'est avancée, déterminée à en finir maintenant, et elle a demandé à Ethan de ne pas s'en mêler, car son père avait dit vrai et qu'il s'agissait d'une affaire de famille. Elle se tourna vers son père et lui dit qu'il avait 10 minutes et que M. Ethan l'attendrait, et qu'elle devait donc mettre fin à cette discussion rapidement, car elle avait des choses plus importantes à faire. La première chose qui s'est produite a été une gifle, et tandis que la jeune fille était allongée sur le sol, son père l'a accusée de ne pas apprécier ce qu'elle avait, d'oser être impolie, de renifler dans son dos comme un chien. Il la saisit par les cheveux et lui dit qu'il en avait assez, qu'elle n'oserait plus abuser de son propre père et qu'elle ne devait pas oublier sa place. Elle était une enfant illégitime de la famille Brixia. Il lui a donc dit qu'il valait mieux arrêter de mettre son nez dans ses affaires si elle n'était pas fatiguée de vivre. Mais à sa grande surprise, la fille n'a pas pleuré, elle a juste souri et lui a dit qu'il lui restait encore 5 minutes. À ces mots audacieux, Herzog s'apprête à nouveau à frapper. Mais il est arrêté par les mots qui viennent de l'extérieur de la porte, 2 gardes qui discutent de leur service et font leur ronde. La jeune fille réussit à se relever et lui assure que s'il l'avait frappé une fois de plus, il aurait pu démontrer la méthode de discipline de la famille Brixia et elle aurait perdu sa chance de faire la une de tous les magazines. L'homme a dit qu'elle avait changé, qu'elle était complètement différente de ce qu'elle était auparavant, et l'a soudain saisie par le bras, lui demandant pourquoi elle voulait se rebeller, à quoi elle avait profité de l'effondrement de la famille Brixia et à quoi elle pensait. Et un instant après ces mots, le duc a souri de manière inquiétante, devinant que c'était à cause d'Ethan, m'assurant que maintenant qu'il avait tout compris, ils étaient proches au banquet, comme un couple. Et dans ce cas, même s'ils se mariaient, elle ne servirait pas à grand-chose. Alors elle pourrait au moins devenir une servante dans sa maison, continuait à m'assurer mon père d'une voix jubilatoire. L'héroïne repousse sa main en criant qu'il est fou, mais leur dialogue s'arrête là et, en guise d'adieu,
l'homme lui assure qu'elle est elle-même devenue folle, qu'elle a perdu la tête pour un homme qui n'était pas à la hauteur, tout comme sa mère, et qu'il lui a donc ordonné d'être obéissante si elle ne voulait pas finir comme elle. Ethan avait lu les documents pendant tout ce temps, et lorsqu'il a vu la jeune fille, il s'est immédiatement approché d'elle, inquiet de sa joue meurtrie. Comme il y avait d'autres personnes, l'héroïne lui a suggéré d'aller dans sa chambre et de lui parler seul à seul. En frottant sa joue avec de la pommade, l'homme lui dit qu'il avait d'abord douté qu'elle se retourne contre son père, car ils étaient de la même famille, mais qu'il réalisait maintenant qu'il s'était trompé. Il lui assura qu'il ne poserait pas de questions, mais que si elle avait besoin de son aide, elle n'avait qu'à demander n'importe quoi. Il serait heureux de l'aider. Pour en revenir au sujet, après avoir examiné chaque livre de comptes, de nombreuses incohérences seront mises en évidence, et il sera ainsi possible de réduire le coût de l'armée, et en se débarrassant de ces erreurs, l'Empire renforcera sa position. L'homme lui demanda ce qu'elle en tirerait, puisqu'elle était toujours membre de la famille Brixia et qu'elle serait probablement exécutée elle aussi. Mais elle n'avait plus peur de cela, et elle avait déjà un plan. L'héroïne aimerait lui demander sa protection, peut-être était-ce juste ses sentiments, mais elle lui faisait toujours confiance. Même lorsque sa propre famille se détournait d'elle, il l'a aidée de nombreuses fois, elle se sentait en sécurité auprès de lui. Lorsque la situation s'aggravera, elle quittera le domaine. Après y avoir réfléchi, Ethan a accepté, lui assurant qu'il était impatient de travailler avec elle. Ils ont ensuite décidé de consulter les parties essentielles du registre, car ils ne pouvaient pas agir de manière présomptueuse et devaient donc avancer pas à pas. À ce moment-là, un corbeau assis dans la rue, observant la situation, s'est envolé et a atterri sur la main d'un homme qui était heureux de l'évolution de la jeune fille et a simplement décidé qu'ils se rencontreraient bientôt. Après avoir travaillé toute la nuit, l'héroïne s'est endormie et l'homme l'a regardée et s'est mis à réfléchir. Faire semblant de s'intéresser aux autres est vraiment ennuyeux. Mais il ne peut pas l'éviter. Pour survivre dans la société des aristocrates, il faut être sensible aux sentiments des gens. Il a donc réuni autour de lui des gens qui pouvaient parler pour lui et qui n'avaient rien à voir avec lui. C'est comme ça que ça se passait. Et qu'est-ce que c'était? Bien sûr, il avait entendu parler de la duchesse dans le masque avant, et ça l'agaçait quand Belfort parlait d'elle. Mais bizarrement, dès qu'il l'a vue, il a ressenti un lien étrange avec elle. Alors pourquoi ce sentiment et ces mots le dérangent-ils? Soudain, elle s'est réveillée et son mari s'est remis au travail au même moment, prétendant qu'il travaillait ainsi depuis le début. Elle lui a demandé s'il avait des difficultés et, après avoir reçu une réponse affirmative, elle lui a suggéré d'aller se reposer, comme il l'avait fait pendant qu'elle dormait. L'homme se contenta de répondre modestement qu'il avait un peu organisé les documents. C'est à quoi l'héroïne fit remarquer que ce n'était pas un peu, que tout avait déjà été fait. Mais Ethan y pensa soudain et décida alors de lui poser une question. Elle est venue au palais impérial pour sa nounou, mais aussi pour les personnes nécessaires à la mise en œuvre de son plan, et l'homme qu'elle s'apprête à rencontrer est le plus influent de tous ceux qui servent la famille Brixia, et il est la première étape la plus importante de son plan. Le comte Jaërgrive, vassal du duché de Brixia, et lorsqu'il vit la dame, il lui demanda ce qui l'amenait si tôt. Elle lui assura qu'elle était venue le féliciter, car il avait travaillé toute la nuit, et elle lui demanda aussi où étaient ses enfants, car ils n'étaient pas là. L'homme confirma ses paroles. Il avait vraiment beaucoup de choses à gérer, et ses enfants étaient occupés à faire des courses sur le domaine, et après avoir terminé les civilités, la jeune fille posa une question soudaine. Elle lui demande depuis combien de temps le comte est au service de son père, et il lui répond qu'il l'est depuis qu'il a 20 ans. Elle affirme aussitôt qu'il doit bien le connaître, et l'homme répond avec incertitude qu'il sait ce qu'il est censé savoir, et que lui et le duc n'ont pas beaucoup d'atomes crochus. Mais ce n'est pas ce que l'héroïne voulait dire. Elle parlait de l'incompétence totale de son père, et ces mots firent craindre au comte qu'il ne s'agisse d'un test. Mais la jeune fille lui assura qu'elle était venue pour une affaire personnelle, et non sur les ordres du duc. Pour être plus précise, elle avait une proposition à lui faire, disant que son père est un imbécile, mais qu'il ne veut pas l'admettre, et que finalement, ses actions conduiront à l'effondrement de la famille, et que tout ira à volo. Mais avant cela, elle aimerait faire une suggestion à son mari, et il a compris exactement ce qu'elle voulait dire. Après avoir examiné le plan, il lui a assuré qu'il ne suffirait pas à détruire la famille Brixia. En outre, une question le tourmentait.
Il ne comprenait pas pourquoi la jeune fille essayait de détruire sa propre famille, ce à quoi elle répondait que pour eux, elle n'était pas un membre de la famille, mais seulement un outil. Et d'ailleurs, elle essaie de protéger tous les vassaux de la maison ducale. Il est peu probable que son père protège la famille Grieve en cas de besoin, surtout quand leurs fils sont incapables de quitter la maison. Il est donc temps de décider s'il rejoindra la duchesse ou s'il mourra, en restant fidèle à son père jusqu'à la fin, un choix qui lui appartient. Après avoir terminé son travail, elle rentra chez elle, fatiguée, et la femme de chambre lui demanda comment s'était passée la journée, ce à quoi la dame répondit qu'il avait été difficile de communiquer avec le comte, mais que le résultat n'était pas mauvais, mais qu'il n'était pas bon non plus en principe. Elle a réussi à rallier 8 personnes à sa cause sur les 13 requises, le comte Grieve a fait bonne impression sur les autres vassaux, et Alden ne s'intéresse qu'au divertissement et à la danse, si bien qu'il ne se doute de rien. À ce moment-là, elle a été informée que quelque chose lui avait été livré ce matin et que le nom de l'expéditeur n'y figurait pas, ce qui donnait l'impression qu'il s'agissait d'un colis anonyme, et, intriguée par cette information, elle l'a ouvert. À sa grande surprise, il y avait une robe à l'intérieur, et la femme de chambre a immédiatement reconnu qu'il s'agissait d'une robe du salon de l'un des stylistes les plus célèbres de la capitale, un homme qui lance les tendances avec des tenues non standards et qui ne fait que 4 ou 5 ensembles par an, et tout le monde est impatient de l'obtenir. Tout d'abord, elle a pensé qu'il s'agissait d'une erreur et que le salon s'était trompé d'adresse. Mais non. Son nom figurait dans la colonne des destinataires, la femme de chambre en était ravie, mais personne ne pouvait savoir qui l'avait envoyé. Ethan, qui avait dit à la jeune fille qu'une mascarade était organisée le dernier jour du bal et que le prince l'invitait, puisqu'elle avait été grossière avec lui il n'y a pas si longtemps, devait maintenant accepter l'invitation, car avoir un ennemi de la famille royale serait trop dangereux pour ses projets. En regardant ce modèle, elle savait que les robes ouvertes étaient à la mode, mais c'était la première fois qu'elle voyait ce modèle. La femme de chambre m'a assuré qu'elle irait bien à la duchesse. Elle était si belle que tous les passants se retourneraient sur une si belle fille. Il fut un temps où elle rêvait de belles tenues, mais ce temps est révolu depuis longtemps, et la jeune fille la traitait différemment. Cette robe était trop posée et pas standard. Elle prévoyait seulement de rencontrer le prince et de s'excuser, mais c'était sans doute trop. Elle envisagea un moment d'emprunter une autre tenue, mais se résigna finalement et ordonna à sa servante de tout préparer pour la mascarade de demain, y compris cette robe. Le jour du bal arriva, Arthurina assura que même si elle n'avait pas réussi à obtenir une robe d'un grand couturier, le prince la remarquerait certainement, et comme sa sœur avait été une fleur à ce bal l'année dernière, c'était maintenant son tour de briller. Mais sa sœur était sceptique, disant que quoi qu'il arrive, elle n'avait pas la moindre chance d'épouser le prince. Freeze supportait les bêtises de sa sœur et se rendait compte qu'elle ressemblait de plus en plus à son père, et elle espérait qu'Arthurina se souviendrait de ce que son père avait dit à propos du prince, et pour l'amour de Dieu, qu'elle ne ferait rien d'étrange. Maintenant qu'elle y pensait, il semblait qu'Eril avait été dans sa chambre tout ce temps après le bal, et sa sœur s'était inquiétée pour elle, alors elle avait décidé d'aller la voir, et maintenant elle espérait qu'elle allait bien. Le banquet commença, et le prince s'adressa à tout le monde en disant qu'il n'était pas sûr que tout le monde puisse profiter de cet événement, car l'anniversaire de la fondation de l'Empire était très proche, et que tous les présents devaient être reconnaissants envers leurs ancêtres, grâce auxquels ils pouvaient maintenant être ici en paix. L'héroïne a écouté et s'est sentie très gênée dans cette robe. Ses épaules et sa poitrine étaient trop ouvertes. Elle a donc enfilé un autre châle, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle devait s'excuser auprès du prince le plus rapidement possible et quitter ce banquet au plus vite. Et à sa grande surprise, elle ne voyait Ethan nulle part. Il l'avait invité, mais il n'était pas là. Soudain, l'un des hommes s'est approché d'elle et l'a invitée à danser. Mais il y avait déjà un autre fan à proximité qui lui a assuré qu'il était là en premier, et une discussion animée a commencé pour la fille. Mais ils ont oublié de l'inviter, bien sûr. Elle décida donc de ne pas attendre la question et leur dit qu'elle était déjà attendue. Et les hommes la laissèrent partir étonnamment facilement, lui assurant qu'ils n'étaient pas surpris qu'une si belle fille ne puisse s'empêcher d'avoir un partenaire. Elle attendait toujours le prince et se demandait quel genre d'alcool fort on servait ici, quand soudain elle entendit une question derrière elle, à savoir si c'était la première fois qu'elle assistait à une mascarade, et il y avait celui qu'elle attendait depuis tout ce temps.
et il l'invitait à danser. Pendant la danse, la jeune fille décida de lui demander s'il avait choisi cette robe pour elle, mais le prince lui assura que c'était l'idée d'Ethan et qu'il n'était là que pour lui tenir compagnie, qu'il pensait que le noir lui irait mieux, mais que le blanc était parfait. La jeune fille ne perd pas de temps et décide de dire ce qu'elle est venue faire ici, lui assurant qu'elle pense depuis longtemps à leur dernière rencontre et s'excuse donc de son impolitesse. L'homme ne comprenait sincèrement pas ce qui se passait, mais supposait qu'elle était toujours inquiète de ce qu'elle avait dit à Ethan et lui à l'époque, et l'héroïne ajouta qu'elle n'aurait pas dû révéler ses véritables sentiments devant des gens qu'elle connaissait à peine. L'homme était plein d'enthousiasme. Il lui a passé les bras autour de la taille et lui a dit qu'il devait s'excuser, qu'il n'aurait pas dû penser à dire tout ce qui lui passait par la tête et qu'il n'était pas si différent. La duchesse ne le pensait pas, mais il ne l'a pas laissé terminer. Il a dit que tout le monde le voyait seulement comme un prince de l'Empire, mais qu'il ne se souciait pas du genre de personne qu'il était vraiment. C'était comme son masque, mais quoi qu'il en soit, il avait aussi appris quelque chose de la dame, et il voulait donc aussi dire quelque chose. L'homme lui a lâché la main et lui a dit qu'il était heureux qu'elle ait accepté son invitation. Il s'est donc excusé officiellement pour ce qu'il avait dit à ce moment-là et a terminé en disant qu'il pensait que danser était suffisant, car quelqu'un d'autre attendait déjà la jeune fille. Il dit bonjour à l'homme qui se tient derrière lui. L'héroïne se retourne et voit Ethan, qui reste un moment silencieux, subjugué par sa beauté, puis demande si la robe plaît à l'héroïne. Le commandant rougit soudain et lui assure que c'est la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Il a personnellement vu cette robe pour la première fois, il a choisi la couleur, mais Estienne a choisi le modèle. C'est probablement pourquoi elle lui a semblé trop inhabituelle, et le fait qu'il ait choisi la couleur, la jeune fille l'a pensé pour une raison ou une autre. Ethan a mis un masque, espérant pouvoir cacher ses sentiments, après quoi la duchesse, avec une expression sérieuse, lui a demandé s'il pouvait encore voir la confiance dans ses yeux. Il a confirmé sans hésitation, après quoi elle a demandé s'il était possible qu'il s'abandonne simplement au moment présent, au sentiment de nouveauté et de curiosité, et il a confirmé que c'était possible. La jeune fille est contrariée car elle s'attendait à une telle réponse, mais à sa grande surprise, l'homme lui tend la main, lui propose d'apprendre à mieux se connaître et de la voir plus souvent, ce qu'elle accepte sans hésiter. En rentrant à la maison, toute la famille discutait du déroulement du banquet, la mère se plaignant qu'il se passait quelque chose tous les jours et qu'il roulait maintenant dans une horrible calèche, le fils ridiculisant sa sœur pour ne pas avoir été une fleur au bal et n'avoir passé que du temps à cuisiner, et le père regrettant d'avoir perdu une partie de cartes. L'héroïne les regardait et n'arrivait pas à croire qu'il s'agissait d'aristocrates, tant d'efforts avaient été déployés en vain pour protéger cette famille, mais maintenant, elle était heureuse de pouvoir voir l'ensemble du tableau de façon claire et distincte. La jeune fille fut soudain abordée par la sœur de Frise, qui lui demanda si l'héroïne avait assisté à la mascarade, car elle avait vu quelqu'un de semblable, et Eril avait espéré que personne ne la reconnaîtrait, mais la question était maintenant de savoir ce qu'elle avait vu. Sa sœur lui a dit qu'elle avait l'impression qu'il y avait quelqu'un de très semblable dans la salle de bal, et qu'elle avait été choisie comme fleur du bal, et que cette fille semblait si belle et si sûre d'elle, et pendant une seconde, elle a voulu être exactement comme elle. La jeune fille m'a assuré que tout le monde pouvait acquérir un tel courage. Il suffisait de faire suffisamment d'efforts, mais sa sœur a dit que c'était impossible pour elle. Et après une seconde, affirmant qu'elle disait des bêtises, elle m'a demandé d'oublier et est partie. Lorsque la duchesse est rentrée chez elle, elle était très fatiguée par tous les événements. Et soudain, une nounou est venue à elle. Et dès qu'elle a entendu sa voix, elle a été immédiatement heureuse. Mais la femme avait mauvaise mine, et la dame l'a remarqué, demandant ce qui s'était passé. Opéra lui assura que tout allait bien et qu'elle avait également pris un bain. Elle refusa donc toutes les suppositions de la jeune fille et l'emmena là-bas, ne voulant pas l'accabler de ses problèmes. Sur ce, elle la quitte et l'héroïne reste seule dans la salle de bain, se détendant et réfléchissant à la suite des événements. Alden est déjà dans son piège. Elle a réussi à obtenir tous ceux dont elle avait besoin pendant le bal sans aucun obstacle, mais elle doit encore trouver un moyen plus fiable de détruire la famille Brixia. Ce serait bien si elle avait une famille aussi influente de son côté, et parmi ceux qu'elle avait en tête, Ethan était l'un de ceux qu'elle avait rencontrés, et en se souvenant de sa danse avec lui, elle était très embarrassée.
Dès qu'elle a changé d'avis, elle s'est souvenue de sa nounou, qui avait l'air très mal en point après les vacances. La duchesse a réalisé que son corps s'affaiblissait déjà. Sa nounou est morte en tombant dans les escaliers. À ce moment-là, elle était déjà complètement épuisée, et après sa mort, tous ses souvenirs ont été confondus, et elle n'avait plus personne sur qui compter. Lorsque je suis sortie des toilettes, Opéra a apporté du thé à la dame et lui a demandé pourquoi elle n'avait pas démissionné et n'était pas rentrée chez elle. La femme a demandé en plaisantant s'il s'était passé quelque chose au bal et s'il voulait se débarrasser de la vieille dame. Mais l'héroïne la questionne sérieusement, lui disant qu'elle devrait quitter son travail et rentrer chez elle. La femme est effrayée par ses propos et lui demande si elle n'a pas trébuché quelque part, car elles ont passé beaucoup de temps ensemble. Mais elle a tout compris. Personne n'allait la mettre à la porte. La fille a dit que la nounou s'occupait d'elle depuis 20 ans et qu'elle méritait donc du repos et que si nécessaire, elle donnerait des ordres. Elle a vécu pour cette famille, il était donc temps de prendre soin d'elle. Eril a donc souhaité que sa nounou bien-aimée vive une longue vie avec sa famille bien-aimée et qu'ils soient tous heureux. La femme est restée silencieuse un moment après avoir entendu ces mots, puis elle a dit que la dame était devenue une personne merveilleuse et qu'elle ne pouvait pas croire que la petite enfant qu'il avait autrefois tirée avec ses petites mains disait maintenant quelque chose comme ça. La vie est étrange, mais elle n'avait nulle part où retourner. Et c'est alors que des larmes amères ont commencé à couler. Elle a dit que sa ville natale se trouvait dans le sud et que de nombreux touristes visitaient cette ville pour en admirer la beauté. La femme était sûre que tout le monde était mort. Tous les habitants de cette ville, oui, toute sa famille était déjà morte. Et tout ce qui restait, c'était une poignée de cendres. Et tout ce qu'il lui restait à vivre, c'était sa jeune fille. À ce moment-là, une femme a obtenu des informations intéressantes sur la région méridionale et elle a compris que cette activité pouvait rapporter beaucoup d'argent. Plus tard, la jeune fille a reçu une lettre du comte Grieve expliquant qu'il avait appris la situation dans le sud du duché de Brixia et comme elle le sait peut-être déjà, le sud a été gouverné par 2 familles depuis le début. Peut-être à cause des frontières fermées, mais même après la fusion avec l'Empire, ces 2 familles continuent d'exercer une forte influence l'une sur l'autre, mais au cours des 20 dernières années, les familles se sont enflammées parce qu'elles ont engagé un nombre extraordinaire de soldats. Elles ont même acheté des armes et des armures à des sources inconnues, et elles se mettent donc la pression l'une sur l'autre. Et tout cela parce que le marquis de Bulgin est tombé éperdument amoureux du marquis de Delphius, et si l'on considère qu'il s'agit d'un simple objectif de sentiment réciproque, la taille et l'emplacement de l'arme soulèvent quelques soupçons. Après avoir parlé à la nounou, l'héroïne a demandé au comte Grieve d'enquêter sur la région du Nord et sur ce qui a pu s'y passer. Et quelle que soit la situation, elle ne voulait plus voir la nounou dans cet état. L'héroïne craint que les armes et les armures d'origine inconnue ne proviennent de l'Empire et qu'il s'agisse donc d'une transaction d'achat qui n'a pas été enregistrée dans le livre. La corruption de la famille Brixia, la mort de la famille de la nounou et maintenant ce conflit qui se prépare dans le sud ont peut-être coïncidé. Mais maintenant, découvrir le moindre indice est une priorité et l'héroïne a donc décidé de tout découvrir par elle-même. Elle décida de se renseigner auprès de la guilde en se déguisant pour ne pas être reconnue. L'endroit était plein de monde et elle commença à chercher la bonne personne à qui demander. Un jeune serveur l'a vue, il s'est approché et a dit que ce n'était pas un endroit pour des enfants comme elle et qu'elle devait donc partir, et la fille lui a répondu de la même manière car le garçon avait l'air très jeune. Le serveur a soudain commencé à s'inquiéter, mais m'a tout de même assuré qu'il avait déjà 18 ans et qu'il n'y avait donc pas de problème, tandis que la jeune fille a déclaré que malgré son apparence, elle était également majeure. Mais il a dit que tout cela semblait trop étrange, que la fille était en fait très bizarrement habillée, et à ce moment-là, une grande femme s'est tenue derrière lui et lui a tiré l'oreille, en lui demandant comment il osait être aussi impoli avec une cliente. Il n'a eu que le temps de crier pour que sa mère le laisse partir, et la jeune fille a également remarqué qu'elle avait l'air très jeune, et après avoir terminé la leçon de parentalité, elle lui a ordonné d'aller à une table où des clients attendaient déjà et de prendre leur commande avant qu'il ne s'en aille. La femme s'est excusée pour le garçon, l'assurant qu'il l'emmènerait en enfer avec ses créations. Après quoi elle s'est présentée comme Pubella et comme si elle avait tout compris, a dit qu'il y avait trop de bruit pour un tel dialogue, de sorte qu'elle a suggéré qu'ils descendent à l'étage où ils pourraient parler en toute tranquillité.
L'héroïne n'a aucune raison de refuser, puisqu'elle sait déjà qui est cette femme, et elle descend donc à l'étage où elle lui propose d'enlever son masque, car personne à proximité ne la verrait. Ce n'était pas une guilde ordinaire, c'était plutôt un lieu où circulaient des informations en provenance de tout le duché. Et plus encore, l'héroïne fut immédiatement amenée dans une salle appropriée, car ils se rendirent immédiatement compte que cette personne avait l'air trop étrange pour les gens qui venaient habituellement ici. La jeune fille a déclaré qu'elle était venue ici parce qu'elle avait besoin d'informations sur les marquis Bulgin et Delphius, qui vivaient dans le sud, et plus précisément qu'elle était intéressée par tout ce qui concernait leurs différends actuels, ainsi que par les fournisseurs possibles d'équipements militaires pour les deux. La femme a immédiatement demandé pourquoi la jeune fille s'interrogeait soudainement sur ces deux régions éloignées, car il s'agissait d'un problème familial courant, mais l'héroïne n'a rien dit, et réalisant qu'elles avaient maintenant un invité silencieux, la femme est allée chercher des informations à leur sujet dans les archives. La femme a trouvé un document étrange et a ensuite déclaré que personne n'avait acheté d'informations sur le conflit dans le Sud au cours des 20 dernières années, mais qu'au cours des 2 derniers mois, elle les avait déjà vendues 6 fois. Après un moment de silence, l'héroïne demande à répondre à sa question. Le propriétaire lui a assuré qu'il s'agissait d'un secret et que ce secret pouvait être révélé en investissant la bonne somme d'argent et décidant qu'elle pouvait négocier, la femme a commencé avec 20 pièces de cuivre. L'héroïne n'hésite pas à donner l'argent nécessaire et bien qu'elle ne dise pas que c'est mauvais, elle ressent tout de même une étrange déception qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. La propriétaire a expliqué que les informations relatives au conflit du Sud étaient rarement vendues et que la dernière qu'elle venait de trouver datait d'il y a 5 ans. L'héroïne a donc demandé s'il pouvait obtenir d'autres informations et la femme lui a assuré qu'elle pouvait essayer d'obtenir des informations plus récentes, mais bien sûr, elle devrait alors payer un supplément, car elle ne savait pas combien de temps cela pourrait prendre. L'héroïne a jeté le paquet de pièces sur la table sans écouter, prétendant qu'il s'agissait d'une avance, et a dit que s'il parvenait à obtenir de nouvelles informations, il recevrait 10 pièces d'or supplémentaires au total. Mais pour cela, elle voulait que l'information soit trouvée dans la semaine, sinon il ne recevrait pas plus d'argent. Lorsque la femme a vu cet argent sur son bureau, elle n'en a d'abord pas cru ses yeux, car 10 pièces d'or pouvaient faire vivre une famille pendant au moins 1 an, ce qui confirmait le sérieux de la jeune fille. L'histoire s'arrête là et, alors qu'elle s'apprête à partir, le propriétaire lui demande d'attendre et, avant de se débarrasser des anciennes données, de les regarder au moins du coin de l'œil, car elles peuvent encore être utiles. Mais la jeune fille a refusé, m'assurant qu'elle avait besoin des dernières informations, et en partant, elle a dit que puisqu'elle avait déjà laissé une avance, elle espérait obtenir les informations dont elle avait besoin, et après un moment, elle s'est souvenue de quelque chose et m'a demandé de lui trouver quelqu'un ici. Plus tard, elle y est retournée, espérant qu'il pourrait également trouver des informations sur la famille de la nounou, car elle refusait de croire qu'ils étaient morts si facilement. Quoi qu'il en soit, elle a fait de son mieux. Et elle a dû faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Elle a croisé un homme dans le couloir qui s'est excusé, et elle s'est figée sur le sol parce qu'elle a reconnu cette voix. Et elle n'a pas du tout compris ce qu'Ethan faisait ici. Le serveur a demandé à sa mère si cette fille étrange n'était pas venue ici parce qu'elle se comportait bizarrement et avait des yeux inhabituels, mais la femme ne l'a pas laissé penser à des choses qu'il ne devrait pas. Alors elle l'a pris par les oreilles à nouveau et a dit qu'il ne voulait tout simplement pas travailler et qu'il cherchait un sujet de conversation. Le garçon n'appréciait pas que sa mère le traite encore comme un enfant, mais pour elle, il n'était encore qu'un petit enfant sale, et lorsqu'il eut terminé, il trouva un nouveau sujet de conversation. Il l'entendit lui poser des questions sur le conflit dans le Nord, et il se demanda ce qu'elle comptait faire à ce sujet. Mais elle ne savait pas quoi faire ensuite. Il n'y avait rien de bon à visiter cette zone. Il n'y avait plus rien de bon. Mais pour chasser les mauvaises pensées, elle a giflé le garçon et lui a ordonné d'aller essuyer les tables. Pendant ce temps, l'héroïne faisait de son mieux pour éviter d'être reconnue par Ethan. Elle ne pouvait pas croire qu'elle était tombée sur lui dans de telles circonstances, mais il faisait sombre autour d'elle. Il y avait donc de fortes chances qu'il ne la reconnaisse pas, mais il l'a regardée et l'a reconnue immédiatement.